Les ateliers de la médiation de la musique, un balado de l'EPMM. Bienvenue dans ce premier balado de l'étude partenariale sur la médiation de la musique. L'EPMM est une équipe qui rassemble des médiateurs et médiatrices de la musique, des chercheurs, des professeurs et des étudiants et étudiantes universitaires et du collégial, dans le but de comprendre les conditions de formation et d'exercice du métier de médiateur de la musique. À l'occasion du premier atelier EPMM qui a eu lieu le 27 novembre 2020, Eva Quintas, Val Batton et Jérôme Thiébaut ont partagé leur conception et leurs expériences de la médiation de la musique. Eva Quintas est artiste photographe et directrice générale d'Artenzo. Elle a travaillé auparavant à Culture pour tous à Culture Montréal et au sein du groupe de recherche sur la médiation culturelle LOMEC. Val Batton est musicien et médiateur d'origine brésilienne. Il travaille auprès de populations marginalisées en collaboration avec des organismes communautaires montréalais comme Execo, Les Impatients, Camé, ainsi qu'à l'hôpital psychiatrique Douglas. Jérôme Thiébaut est professeur d'éducation musicale en France. Après avoir longtemps travaillé auprès des publics d'orchestres symphoniques, aujourd'hui il met en place des ateliers de médiation, notamment dans un café communautaire, ce qu'il nomme le Café des pratiques. En passant de réflexions menées dans un centre collégial en innovation sociale aux actions réalisées par des organismes sociaux avec des citoyens en situation d'itinérance, en passant encore par les rencontres proposées dans un café communautaire, la médiation culturelle se dévoile sous ses multiples facettes, qu'il s'agisse d'accessibilité, d'inclusion, d'incapacitation, de transmission ou d'expérimentation. On peut se demander qu'est-ce qui peut bien lier tous ces cas en apparence si différents. Comment ne pas être pris au dépourvu par ce large spectre qui est mis sous le chapeau de la médiation de la musique? Eva Quintas propose d'historiciser cette notion de médiation pour nous permettre d'en saisir la richesse. J'aime rappeler et me rappeler que ce terme de médiation n'émane pas du monde culturel, mais plutôt du religieux avant de basculer dans le technique. En français, le terme de médiation apparaît dans la littérature chrétienne du Moyen Âge pour parler de Jésus comme médiateur entre Dieu et les hommes. Dans un contexte religieux, la médiation fait ainsi référence à l'établissement de liens entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Les médiateurs sont des intercesseurs qui révèlent des messages et favorisent la rencontre du sacré. C'est un peu plus tard que le terme prend un sens plus général pour désigner une personne qui s'entremet pour effectuer un accord. Dans le monde juridique que nous connaissons mieux, la médiation renvoie davantage à la médiation familiale, conjugale, interculturelle. Donc, elle renvoie davantage à la résolution de conflits entre deux parties. Dans ce contexte-là, le médiateur est alors un négociateur, un conciliateur. Ces premières formes de médiation m'intéressent encore beaucoup parce qu'elles continuent à éclairer certains aspects, certaines polarités qui modèlent le champ de la médiation culturelle aujourd'hui. Mais donc, comment que ce soit en tant qu'artiste, musicien, musicologue, enseignant en musique, intervenant social ou encore responsable des publics dans un organisme musical, comment s'approprie-t-on et comment fait-on la médiation culturelle? Quelles variations en musique peut-on produire sur les thèmes portés par la médiation culturelle? Val Batton nous fait part de son expérience. Je travaillais à l'hôpital Douglas pendant 3 ans dans un projet pilote à l'intérieur d'un secteur prisonnel psychiatrique. Et ça, il faut spécifier. Je travaille toujours avec des populations vulnérables. Et à l'hôpital Douglas, ce secteur psychiatrique renfermé était composé de 16 jeunes personnes jusqu'à 35 ans avec des problèmes sérieux de justice et psychiatrie. On n'avait pas accès à leur dossier, mais l'ambiance était super tendue parce qu'ils étaient confinés tout le temps, quelques-uns depuis des années. Et c'était pas compliqué. J'ai lancé, par exemple, un beat de hip-hop sur un clavier. Je soutenais une base mélodique, une harmonie, par exemple, dans la basse. Et je laissais
open mic, le micro ouvert, et c'était absolument incroyable. D'autant plus quand quelqu'un simplement arrivait et criait dans les micros. Et après, j'écoutais d'une infirmière, d'un agent de sécurité. C'était la première expression vocale de cette personne à l'intérieur de ce secteur-là. Et on avait aussi des très bons rappers, mais qui dressaient des paroles assez directes, violentes contre le personnel. Mais ça faisait du bien pour tout le monde, même pour le personnel, de les écouter. Donc, ça m'a fait élargir beaucoup le concept de musique. Pour moi, une intention bruyante peut être musicale, indépendante d'où elle vient. À Execo, je travaille avec des populations itinérantes dans la rue, sur les trottoirs. J'ai une van, un véhicule adapté comme une espèce d'un grand outil d'atelier plein de matériel d'expression, de livres, de lunettes. On facilite toutes les sortes d'expressions créatives. Et parfois, quand je vois qu'il y a des conditions favorables, je demande à la personne si elle voulait écouter une chanson sur la guitare. Et moi, comme je suis un compositeur, c'est ma voix d'expression. Et ça, c'est la relation plus forte que je tiens avec la musique. Jérôme Thibault. Ça dépend finalement d'où on se place aussi en dehors de l'institution, dans l'institution. La première, c'est une action individuelle. C'est donc ces ateliers dans un café qui s'appelle à Besançon, chez moi, qui a fait des pratiques. Voilà. L'idée, c'est d'écouter de la musique ensemble. Ça a l'air simple comme ça, mais ça se fait pas souvent. Puisque quand on est au concert, finalement, on écoute, mais on a une forme de passivité. Qui est l'objet du concert. Là, l'idée, c'est d'écouter et surtout que toutes les personnes qui sont là, à égalité de présence, peuvent parler en fait de ce qu'ils écoutent, avec leurs propres mots, ce qu'ils ont envie de dire ou pas. Voilà, on est chacun libre de soi. Alors, ça continue généralement, ça pose des questions, chacun peut intervenir. Alors de ça, c'est une deuxième petite expérience où j'ai été sollicité par un institut en France qui s'appelle l'IRTS à Besançon, c'est l'Institut régional du travail social. On m'a demandé, mais ça serait formidable que tu expliques ce que tu fais. Donc je me suis lancé dans un café des pratiques. J'avais préparé des trucs, mais je me suis dit, si je fais de la théorie, ils vont mourir. Je leur ai dit, c'est simple, faisons quelque chose. Je vous propose, on prend 3 minutes, vous réfléchissez à une musique qui vous a marqué dans votre vie. Puisque vous êtes dans le travail social, vous allez nécessairement rencontrer des familles dans lesquelles la musique peut avoir un rôle, dans lesquelles chacun s'approprie sa musique. On a tous un doudou musical, un souvenir avec de la musique. On a des cultures différentes avec des pratiques musicales qui sont aussi très fortement marquées et qui marquent aussi la culture de chacun. Donc allez-y. Et après, on a passé 1h30 absolument magique, où chacun a pu s'exprimer en fait sur ce qu'il disait. Il en est ressorti finalement que j'ai fait une double médiation, sans le vouloir, en quelque sorte, puisque ils s'étaient connus entre eux, alors que ça faisait 1 an qu'ils se pratiquaient tous les jours, et que finalement ils avaient très peu parlé d'eux-mêmes ensemble, alors que pour être travailleur social, il faut un peu travailler sur soi-même et peut-être connaître les autres. Et finalement, la musique était comme Batton a fait l'expérience dans ce qu'il a exposé, était devenu un objet. Alors, c'était plus nécessairement transmettre ou ouvrir la porte vers l'objet musical, mais la musique devenait elle-même l'objet, en fait, qui permettait de se rencontrer. À travers les témoignages de Val Batton et Jérôme Thibault, on voit comment il est possible d'aborder la musique et la faire intervenir différemment. On peut interroger les formes musicales, faire de la médiation de la musique, comme on peut utiliser la musique comme levier, comme objet pour faire de la médiation par la musique. Les médiateurs et médiatrices réfléchissent donc à la place qu'ils accordent à la musique. Et la musique est pour moi un moyen d'excellence au niveau du relationnel. La musique est un langage absolument large. Et quand on donne l'étincelle même de cette possibilité-là à l'intérieur d'un groupe qui, généralement dans mon cas, sont très très coupés au niveau de leur expression personnelle, ça a un impact incroyable. Donc des activités où
on partage les goûts musicaux, des histoires à l'intérieur de ces partages. C'est que j'essaie de faire sortir ces liens émotionnels, personnels, historiques de chaque personne marquée par cette bande sonore qui nous accompagne toute l'existence. C'est la musique qui encadre nos expériences, nos émotions, nos périodes, phases de notre vie. La conception que je nourris de la médiation, c'est de enlever la passivité d'un groupe. Donc, la médiation que j'ai fait avec la musique, c'est de mettre en relève la puissance de la musique, le potentiel de relation qu'elle peut nous donner au sein d'un groupe, d'une situation spécifique. Et à partir de ça, j'improvise. Et une espèce de reivindicateur d'une autre relation à l'intérieur des classes. Et plus active, plus respectueuse par rapport aux compétences acquises déjà des gens. Donc, dans mes médiations en musique, la musique est juste un moyen pour faire ressortir des émotions, des expressions. J'aime bien penser que le Café des Pratiques où je fais ça est un espace où d'un seul coup, voilà, les choses se rencontrent. Alors c'est pas des personnes, c'est des personnes et des œuvres entre guillemets. Et là, moi, j'interviens pour redonner des pistes d'interrogation ou de paroles de nouveau sur ce qu'on a entendu. Et donc en fait, le principe, c'est que finalement, chacun s'approprie aussi ce qu'il a entendu à soi, découvre. On a tous une histoire très personnelle avec l'art et je pense encore plus intimement avec la musique. Pour faire la musique ensemble, pratiquer et participer à des activités de médiation, ne faut-il pas être présent? C'est-à-dire, qu'arrive-t-il si nous ne pouvons pas être en coprésence? La période pandémique a forcé les médiateurs et médiatrices et les organismes culturels à se poser ces questions, à se tourner en urgence vers l'environnement numérique, l'Internet et les réseaux sociaux pour tenter de garder contact avec leur public. Mais à quel prix artistique et humain? Quel est notre rapport à la musique dans cet environnement numérique? Comment la médiation culturelle s'y déploie-t-elle? Sert-elle encore à quelque chose? Ce sont des questions que se pose Eva Quintas. L'environnement numérique favorise assurément la participation et les efforts collaboratifs des communautés de participants, au point où certains auteurs se questionnent sur la viabilité de la médiation culturelle dans cet environnement et surtout sur la position du médiateur comme intermédiaire. De quoi est faite cette médiation culturelle numérique dans un environnement numérique de distanciation physique? Jérôme Thiébaut s'est intéressé à ces pratiques en questionnant leurs bénéfices mais aussi leurs limites. C'est ce qu'on a vu un peu avec les orchestres dits confinés à la première période. J'ai commencé à faire une sorte de recension personnelle, voilà, ça m'intéressait, parce que c'est un super objet de médiation pour les gamins ou pour le public, puisque en fait on voit des instrumentistes, on les voit eux-mêmes, d'un seul coup deviennent humains, alors que d'habitude on les voit de loin, habillés en croque-mort pour certains orchestres ont encore quand même une vision très très archaïsante des choses, et là d'un seul coup on les découvre assez comme nous, finalement, dans nos intérieurs, on a tous découvert finalement quelque chose de nouveau de nous. Voilà, ça pour le coup, c'est peut-être une forme de médiation. Donc les musiciens se sont médiés, mais finalement à qui en fait on ne sait pas trop. Et alors le deuxième objet qui m'inquiète dans ce domaine-là, c'est que les concerts à distance, cette pratique-là, déjà le concert en lui-même peut être une distance. La double distance, je pense que ça demanderait peut-être une double médiation dans certains objets. Alors que beaucoup ont pu se tourner vers le numérique pour pallier la distanciation, ça n'a pas été possible pour tout le monde. Pour Baton, la pandémie ne fait qu'exacerber des obstacles déjà présents en temps normal, notamment chez des personnes ayant des troubles de santé mentale ou en situation d'itinérance avec qui ils travaillent. Le profil de mes participants sont des personnes qui ont toutes sortes d'obstacles à une intégration idéale. Donc, ça passe aussi par le manque de ressources et de compétences d'ordinateur. Donc, la distanciation médiée par l'écran, c'est loin d'être une réalité pour nous.
Et aux impatients, une partie de participants sont des personnes qui, en ayant de troubles de santé mentale, sont résidents de maisons communes, des résidences collectives. Et à l'intérieur de ces résidences-là, les restrictions sont plus raides encore que le contexte actuel. Donc, beaucoup sont interdits de sortir. On a fait un accompagnement pendant les 3 premiers mois de confinement par téléphone. À chaque semaine, des appels, on parlait, on jasait et on a vu que au niveau de santé psychique et même générale, c'était beaucoup affecté, mais on n'avait pas de moyens de franchir cette barrière-là. Pour les participants de la rue, les ateliers de proximité ont changé de perception publique énormément parce que avant c'était un consensus de humanité. Et maintenant, quand on s'approche, je peux pas me écarter, par exemple, de regards, de jugement de la part de passants même qui disent mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites des larmes pendant que le monde coule dans une pandémie. Et donc, c'est ça. Sur mes terrains, toutes les conditions ont empiré. Mais en même temps, j'ai fait confiance que quelque chose va ressortir comme réaction à ça. Peut-être pas exactement advenant des participants, mais d'une compréhension globale de société, du besoin qu'on aura encore de rencontres, de contacts, de relations. Et c'est à la rencontre des pratiques et des points de vue qui animent le champ de la médiation de la musique qu'entendait contribuer ce premier atelier EPMM. Merci à Jérôme Thiébaut, Val Batton et Eva Quintas d'avoir accepté de faire dialoguer leurs expériences, qui sont autant de façons de faire et de penser la médiation de la musique en ces temps distanciés. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode.